Deuxième partie de Smart Tech qui démarre, c'est notre grand rendez-vous mobile business. On va s'intéresser à la réalité augmentée ensemble avec Jérôme Bouteiller, fondateur, rédacteur en chef d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme, qui est venu accompagné de Vincent Trastour, fondateur de Flamingo Filter, studio de production d'effets en réalité augmentée, c'est bien ça ? Exactement, bonjour Delphine. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. On va déjà poser un peu les bases de notre discussion avec Jérôme, ce marché de la réalité augmentée. On en parle depuis de nombreuses années. Est-ce que là, ça y est, vous pensez qu'on est enfin prêt ? Oui, je crois que la réalité augmentée peut devenir une réalité, mais avant d'en parler plus précisément, je voulais élargir le concept à ce que certains appellent déjà la réalité mixte ou la réalité étendue, oui. Et qui, en gros, s'appuie sur une nouvelle génération d'interfaces homme-machine. Alors, pour faire simple, dans les années 80, on a démocratisé le clic sur des claviers mécaniques, sur des souris. Les années 2000, c'est plutôt les années des écrans tactiles, ceux de nos tablettes ou ceux évidemment de nos smartphones. Et les années 2020 pourraient être celles du scan, avec une capacité à s'appuyer sur les écrans les caméras de nos smartphones ou les écrans peut-être de nos lunettes, effectivement, pour voir en temps réel notre environnement et pouvoir évoluer main libre dans cet environnement. Et évidemment, ça fait écho à une révolution d'il y a 10 ans avec les Google Glass. Oui, c'était à l'époque Sergey Brin, le cofondateur de Google, qui avait présenté des lunettes qui ambitionnaient évidemment de révolutionner notre rapport au quotidien en enrichissant notre champ visuel d'éléments contextuels qui s'affichent dans un tout petit dispositif sur le côté de la lunette. Alors, c'est une technologie qu'on a rebaptisée a posteriori réalité assistée, parce que c'était beaucoup moins ambitieux que la réalité augmentée, et ça n'a pas été un succès. Google a d'ailleurs progressivement arrêté la commercialisation de ces Google Glass, mais il y a 2 entreprises, notamment françaises, comme Microled, qui ont relancé ce segment avec des produits plus spécifiquement pour les sportifs, par exemple, qui vont afficher une direction. Pourtant, moi, je les avais testés et j'avais trouvé que c'était vraiment chouette comme expérience pour aller au musée, par exemple, avec ces lunettes et de pouvoir être à la fois présent dans la salle d'exposition et en même temps avoir accès à des informations augmentées. Mais bon, ça va peut-être venir. Donc, justement, c'est un échec qui n'a pas empêché d'autres constructeurs de se lancer sur ce marché des lunettes connectées, parce qu'on voit quand même qu'il y a des usages. Oui, alors il y a depuis quelques années plein de lunettes connectées qui sont arrivées sur le marché. On peut citer Bose, qui a introduit des systèmes audio, par exemple, dans ses lunettes. On a évidemment Snapchat avec les Spectacles, déjà 3 générations de Spectacles qui, elles, ont démocratisé des petites caméras sur le côté des lunettes. Et puis plus récemment, Meta et Ray-Ban qui ont lancé les Ray-Ban Stories, qui combinent à la fois les caméras sur le côté et l'audio dans les oreilles, et qui viennent effectivement être commercialisés. Alors, du côté de la réalité augmentée, à proprement parler. Alors, la réalité augmentée, c'est une technologie qui a été beaucoup plus complexe, puisqu'elle va essayer d'afficher dans notre champ de vision des objets 3D générés par ordinateur et qui vont parfois devoir s'adapter en temps réel avec notre environnement. Alors, pour être honnête, c'est surtout une technologie qu'on a retrouvée sur des smartphones qui ont une caméra, un écran et puis un processeur assez puissant pour générer ces images. Et on peut citer des applications comme les filtres Snapchat ou Instagram, dont on va parler avec notre invité, des applications de maquillage augmenté, de décoration augmentée, et puis un superbe succès dans le gaming avec Pokémon Go qui avait atteint $1 milliard de revenus. Ouais, donc on a vu qu'il y avait une appétence. Mais en revanche, la réalité augmentée sur des lunettes, c'est encore un peu difficile, ça. Alors, effectivement, c'est plus compliqué. C'est la nouvelle frontière sur laquelle travaillent pas mal de grands groupes. On a parlé tout à l'heure de Microsoft et de ses HoloLens. Il y a aussi des startups comme Magic Leap qui ont fait beaucoup parler d'elles ces dernières années. Snapchat, toujours eux, pionniers avec les New Spectacles qui permettent aussi de faire de la réalité augmentée. Mais toutes ces approches, elles butent sur une complexité qui est en gros d'utiliser un véritable écran de lunettes sur lequel on va essayer d'afficher en vision tête haute des éléments graphiques. C'est un vrai défi technologique, on va en reparler. C'est aussi un problème parce que parfois ça donne un petit peu mal au cœur. Et on sent que le marché est en train d'abandonner cette approche au profit de véritables écrans. Ouais, et ça c'est vraiment la stratégie adoptée par Meta et Apple. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a vu ces derniers jours avec le Vision Pro d'Apple dévoilé lundi soir ou le plus accessible Meta Quest 3 qui sera lancé en fin d'année par Meta. Et ces 2 casques qui s'appuient sur une technologie dite de pass-through. Donc c'est un véritable écran, un peu comme un écran de smartphone, mais grâce à des petites caméras, on va voir au travers, on va reconstituer son champ de vision. Et cette technologie-là, finalement, elle est assez proche des casques de réalité virtuelle qu'on connaît déjà dans le gaming
streaming. C'est un marché assez dynamique. IDC estime qu'il y a eu à peu près 9 millions de ventes en 2022 et ça devrait continuer à décoller. Apple espère vendre 1 million de ses Vision Pro à 3 500 $ l'unité. Ça pourrait faire 3 milliards de dollars d'unité de marché. Et selon Global Data, le marché de cette réalité étendue, réalité mixte, pourrait peser 30 milliards de dollars à l'horizon 2030. J'adore ces chiffres parce que c'est toujours extraordinaire. Bon. Et puis la réalité parfois prend des chemins un petit peu différents. Donc on va suivre ça de près évidemment. Vincent Straston, donc, je disais que vous étiez le fondateur de Flamingo Filter, dont le métier est de produire des effets en réalité augmentée. Vous produisez quoi comme type d'effet et pour qui ? Alors principalement des expériences de réalité augmentée sur les réseaux sociaux, qu'on appelle filtres sur Instagram, les applications de la famille Meta ou Lens sur la famille Snapchat. Mais on fait aussi des expériences de réalité augmentée sur le web. Alors attendez, parce que vous êtes en train de nous dire que derrière les filtres qu'on utilise, on trouve votre entreprise ? Exactement. Donc sur les fils qu'on utilise sur... vous avez peut-être même utilisé un fil qu'on a fait pour Chaka Ponk en 2019, qui a fait plus de 2 milliards de vues sur Instagram. Donc on voit que l'usage est quand même global grâce aux réseaux sociaux qui ont démocratisé cette technologie. Et c'est du logiciel ? Alors sur Instagram, c'est un logiciel qui s'appelle Spark AR. Sur Snapchat, c'est un logiciel qui s'appelle Lens Studio. Et on a aussi un logiciel sur TikTok qui s'appelle Effect House. Et on crée notamment des expériences, pas que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais sur le web, directement sur une page web, sur son smartphone, grâce à un outil qui s'appelle Eighthwall, qui appartient à Niantic aujourd'hui, qui est l'éditeur de Pokémon Go. Et donc vos clients, c'est qui ? C'est les éditeurs ? C'est Snapchat ? C'est qui vos clients ? Alors aujourd'hui, en ce qui nous concerne, ce qui finance le marché de la réalité augmentée, c'est le monde publicitaire. Donc on travaille énormément avec les annonceurs pour faire des expériences qu'on espère virales, pour toucher un maximum de personnes sur les réseaux sociaux, mais aussi des expériences pour les commerçants, notamment du virtual try-on, pour essayer des montres, des chaussures. Et on voit que c'est des choses qui améliorent le taux de transformation. Vous avez des exemples à nous donner, à partager ? Oui, il y a eu des exemples, par exemple Cartier qui ont sorti un try-on de montres et de bracelets sur Snapchat. On a Adidas qui a fait du try-on de chaussures. C'est-à-dire concrètement, là, il faut m'expliquer. Donc comment je peux essayer une montre sur Snapchat ? Mais alors, vous pouvez aller sur Snapchat, chercher dans la barre de recherche des expériences de réalité augmentée. Donc il y a une barre de recherche pour les lens sur Snapchat, par exemple. Taper Virtual Try-On ou Shoes ou lunettes et pouvoir justement se filmer directement avec son smartphone, avec la caméra par exemple frontale de son téléphone, filmer son visage et essayer ses lunettes, les voir à l'échelle sur notre visage. Ou son poignet et simuler la changeant montre. de caméra, on utilise donc la caméra dorsale, à ce moment-là on peut filmer son poignet, essayer une montre ou filmer ses pieds, essayer des chaussures et même marcher avec. Et donc c'est plutôt là aujourd'hui où on voit la croissance de marché. Vous êtes de la publicité. C'est là aujourd'hui où le plus gros du marché de la réalité augmentée est. Et c'est aussi vers là qu'on peut espérer une ouverture. De dire que le téléphone tenu au bout de notre bras, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est ne plus avoir les mains libres. Et donc, l'évolution pour avoir les mains libres, c'est de porter l'écran sur notre visage et d'avoir des lunettes ou un casque de réalité augmentée. Mais là, on passe plus dans un secteur B2B, j'imagine, sur des usages très professionnels, vu le prix des casques encore aujourd'hui. Effectivement, pour l'instant, le marché des lunettes montées, c'est le marché du B2B. C'est effectivement là qu'il y a l'argent. Et là, on voit les usages. Par exemple, Alstom utilise la réalité virtuelle pour former des personnes au bout du monde, notamment durant le Covid, ou monter des trains, etc. Donc, effectivement, l'usage actuel de la réalité augmentée pour ce qui est monté sur le visage reste majoritairement B2B. Et là, les entreprises que vous avez citées, les groupes que vous avez cités, ce sont des clients. C'est un exemple de clientèle que vous visez. Exactement, c'est des clients qui aujourd'hui misent sur ces technologies-là. Et nous, notre but, c'est d'essayer de les accompagner. On est loin du gadget, là. On est très loin du gadget et c'est des usages très réels qui aujourd'hui prouvent leur efficacité, que ce soit dans le monde de l'advertising ou dans le monde du professionnel, de la formation, du montage de chaînes, etc. Alors peut-être une question justement un peu business. Combien ça coûte de faire développer ce type de filtre et quels sont les KPI ? Qu'est-ce que ça peut rapporter concrètement aux marques ? Alors sur les filtres, sur les réseaux sociaux que nous on a l'habitude de faire, donc je ne parlerai pas du marché B2B qui est complètement différent, ça va de quelques milliers d'euros à des dizaines de milliers d'euros quand on fait des expériences un peu plus poussées, parce qu'on peut faire des jeux, on peut faire des expériences assez longues, et en moyenne les utilisateurs utilisent ces expériences à peu près 1 minute. Donc ça prouve qu'il y a quand même un engouement assez intéressant. Et les KPI, c'est des KPI d'engagement, voire des KPI de vente pour le Virtual Try-On ? Alors pour tout ce qui est réseaux sociaux, souvent on travaille sur des KPI autour de l'image de marque, le nombre de vues,
etc. Mais quand on fait des expériences, par exemple, sur le web, donc là où on a la possibilité de traquer un peu plus de data, on peut vraiment calculer le taux de transformation. On a des expériences de jeu qu'on a fait pour des groupes de grande distribution avec des taux de transformation de 90% par rapport au nombre de personnes qui ont scanné le QR code, accédé à l'expérience et qui se sont enregistrées. Donc on voit quand même qu'il y a un engouement et un intérêt pour les gens à jouer à ce genre d'expérience. Quel regard vous portez là sur les nouveaux casques qui ont été présentés, le MetaQuest Pro 3, pourquoi j'ai dit Pro ? J'ai dit Pro parce que j'ai... Pardon. Le MetaQuest 3 et le Apple Vision Pro. Comment vous voyez arriver ces nouveaux casques ? Alors c'est pour nous un signe qu'on attend et qu'on espère que d'autres grosses sociétés comme Meta et Apple vont continuer à investir massivement dans ces technologies. Le MetaQuest 3 à moins de 500 €, donc s'ouvre à un marché grand public. Donc c'est ultra intéressant. Puis ils ont vendu à peu près une dizaine de millions d'exemplaires. Donc ça ouvre le marché du B2C. Et Apple, avec le Vision Pro, nous met beaucoup d'étoiles dans les yeux quand on voit les vidéos de présentation, etc. Et on espère arriver à un casque qui soit pratique à porter durant une longue période. Donc on a hâte de pouvoir le tester. Il semble plus léger, oui. Et le pass-through, là, dont on parle, ça va vraiment être un game changer sur le marché de la réalité augmentée ? Alors, pour parler du pass-through, il faut vraiment bien définir ce qu'il y avait à l'heure actuelle, par exemple avec les Google Glasses et d'autres, et l'HoloLens, qui ont tenté donc de faire de l'affichage d'éléments sur des lunettes optiques, dont du verre, et donc se sont orientés à pas mal de problématiques sur le fait d'afficher sur du verre, notamment le fait qu'on ne peut pas afficher un pixel complètement noir ou opaque. Donc c'est pour pallier à ces problématiques qu'aujourd'hui Meta et Apple se lancent vers un pass-through où on voit au travers, pas de verre et de lunettes, mais au travers d'un écran. Donc à ce moment-là, on peut vraiment contrôler ce que l'utilisateur voit, et peu importe si dehors il fait trop clair ou trop sombre, etc., on arrive à afficher quelque chose qui est bien visible à l'utilisateur, de bonne qualité. Bon, Apple nous dit on est qu'au tout début, et ça, je veux bien les croire sur ce coup-là. D'ailleurs, moi, j'avais quand même une question parce que ces nouveaux usages donc, vont utiliser énormément des interfaces naturelles, biométriques, l'iris, et là, vous nous parlez du marché publicitaire qui est en pleine croissance autour de ces nouveaux usages de réalité augmentée. Comment est-ce qu'on va faire la frontière entre ce qui est utilisable par l'annonceur et ce qui doit rester du domaine de la protection de notre vie privée ? Alors il y a un consortium qui s'appelle l'Open AR Cloud, qui existe depuis quelques années, qui réfléchit justement à toutes ces problématiques. Et aujourd'hui, on a la chance d'être en Europe, et on est quand même protégé par pas mal de lois qui nous protègent sur notre données. On est suffisamment armé, oui, face à ça, ouais. En tout cas, il y a des gens qui se posent la question. Après, il faut quand même faire attention à ne pas trop se poser de questions et ne pas trop brider l'avancée technologique. Pas trop réglementé, c'est le nouveau mot d'ordre. Le juste milieu. Par exemple, quand on travaille sur les MetaQuest, le MetaQuest, et nous-mêmes, quand on fait des expériences dessus, on n'a pas accès à la caméra en elle-même, à ce que voit la caméra. On a accès à une compréhension globale du monde qui a été même mis en place par l'utilisateur lui-même, mais on n'aura pas accès. Donc, niveau privation, on est quand même assez protégé. Confidentialité, vous voulez dire. Confidentialité, effectivement. Jérôme, une question encore ? Une question naïve. Vous êtes développeur, est-ce que vous pourriez devenir éditeur demain ? Alors, nous, aujourd'hui, on reste ouvert à toutes les possibilités. Je veux dire, notre société, elle existe parce qu'on veut rester à la pointe de la réalité augmentée. On veut continuer à travailler tout en faisant de la recherche et développement. Donc, maintenant, si l'opportunité se présente, on pourrait devenir éditeur, effectivement. Et juste pour terminer, quand vous voyez les présentations du côté de Meta et du côté d'Apple, vous vous dites là, ça y est, il va se passer un truc, les casques de réalité virtuelle, c'est le smartphone de demain ? Effectivement, nous, on croit dur comme fer en la réalité augmentée. On croit dur comme fer sur les devices portés, parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'une personne sur deux, presque une personne sur deux qui porte des lunettes. Donc l'usage de lunettes, c'est pas quelque chose de complètement naïf et qui ne pourrait ne pas exister. Donc voilà, on a vraiment hâte que... Mais quand on écoute la chronique de Jérôme, ça nous rappelle quand même qu'il faut être un petit peu prudent. Ça nous rappelle qu'il va falloir prendre du temps. Il y a encore beaucoup de temps, exactement. C'est pour ça que donc voilà, notre société, on essaye de travailler sur ce qui aujourd'hui existe et qui nous permet de vivre, tout en regardant vers l'avenir et en testant les dernières choses qui sortent. Ok, super. Merci beaucoup Vincent Stratour de Flamingo Filter et Jérôme Bouteiller d'écranmobile.fr. On a pu faire un petit tour d'horizon des promesses de la réalité augmentée, les nouvelles promesses. En fait, c'est la continuité et on va voir comment ce marché prend petit à petit. À suivre, c'est notre regard sur Où va le web ?